Bonsoir Olivier Assayas, merci de l'accueillir. Doublement ou triplement merci, parce que vous savez qu'en ce moment même, Olivier Assayas a une actualité, c'est-à-dire la sortie depuis hier de son dernier film mandat d'Hors du temps, qui est sorti donc hier en salle. Donc effectivement, ça crée quelques obligations ou quelques nécessités. En même temps, il y a la rétrospective à la Cinémathèque de tous ces films. Et pour faire la pause dans tout ça, on a imaginé une carte blanche avec lui. C'est la deuxième des 3 séances du jeudi soir. La semaine dernière, on a vu Le Diable probablement de Robert Bresson. Et jeudi prochain, on verra, ou vous découvrirez, je l'espère, le très beau film de Bo Widerberg qui s'appelle Adalen 31. Voilà, 3 choix parmi tant d'autres que d'Olivier Assayas. Carte blanche, parlons cinéma avec lui. On appelle ça Parlons cinéma avec l'invité parce que, bien sûr, il va vous parler du film avant sa projection, mais c'est surtout après qu'il va vous en parler, qu'il nous en parlera et qu'on entrera plus exactement dans les raisons de son choix ou de son goût, puisqu'on aura vu le film ensemble. Et celui de ce soir est j'allais dire, à la fois l'acmé de son choix et un choix problématique. Peut-être je vais vous laisser, Olivier, expliquer en quoi il pourrait y avoir un relatif problème à discuter après le film, mais peut-être aussi que cette difficulté est surmontée. Surmontée. Disons que d'abord, si on s'en tient au choix personnel de Debord, qui remonte à 1984, ce film-là, ainsi que tous les autres de ses films, sont interdits de projection. Il a suite à l'assassinat de Gérard Lebovici, qui était son ami mécène, et la façon dont lui-même a été traité, insulté dans la presse, Debord, qui ne faisait pas les choses à moitié, a publié dans le film français une annonce disant que voilà, de ce jour, mes films, suite à la disparition de mon producteur et ami Gérard Lebovici, mes films ne seront plus jamais montrés. Ce veto a été levé à la fin des années 90 par son épouse, Alice Debord, qui a considéré que ces films étaient une partie évidemment très importante de l'œuvre de Debord et qui devait être restaurée. Je vous raconterai, si ça vous intéresse, la façon dont ces films ont été, dont cette restauration a été difficile, problématique, et au résultat, c'est très bien passé. Les films qui ont été donc invisibles, les quelques films de Guy Debord qui donc ont été invisibles entre 1984 et 2001 lors de la rétrospective qui lui a été consacrée au Festival de Venise par Enrico Ghezzi. Donc pendant 16 ans ont été absolument invisibles et par ailleurs très peu vus auparavant. En général, on ignore que Debord a fait des... En général, on ignore que Guy Debord a fait des films, lui-même d'ailleurs avec une sorte d'auto-ironie sur la 4e de couverture de la Société du spectacle, se définissait comme Guy Debord, soi-disant cinéaste. Dans l'œuvre de Debord, à égalité, je dirais, avec son travail théorique, un travail cinématographique passionnant. Enfin, moi qui m'a toujours passionné, j'ai découvert ces films très jeunes. J'ai découvert La Société du spectacle, qui est son premier long métrage. On pourra évoquer tout à l'heure un peu le contexte dans lequel ce film a été fait. Et j'ai également vu lors de sa sortie Ingérum Imus Nocte, que vous allez voir ce soir, qui est peut-être le film, contrairement à ce qu'affirme Debord, sans doute son film le plus accessible, parce que
évoquant sur un mode assez lyrique, voire même émouvant, voire même bouleversant, son histoire, sa vie, son destin. Ce film, je l'ai vu au moment de sa sortie, au cinéma Le Quintet, qui se trouvait dans le quartier de la rue de la Huchette. Il n'y a plus de cinéma dans ce quartier, il y en avait plusieurs à l'époque. Et j'ai été, je ne sais pas comment dire, foudroyé par quelque chose qui m'a... Enfin, j'ai eu le sentiment de découvrir la poésie de mon époque, de la même manière comme à une autre époque, à un siècle d'intervalle, un jeune homme aurait rencontré, par exemple, la poésie de Stéphane Mallarmé, et se serait dit, voilà, c'est moi, c'est moderne, c'est aujourd'hui, c'est ce qui me touche. Et c'est ce qui m'est arrivé en voyant, dans des circonstances qui sont largement différentes de celles de la projection de ce soir, à une époque qui était bien différente également, quand je découvre donc Ingerum Imus Nocte. Et c'est la force de cette poésie, son évidence, la façon dont elle était généralement par ailleurs ignorée, hein, de Guy Debord. L'œuvre de Guy Debord a été admirée, reconnue des années plus tard. Donc il y avait un côté presque clandestin, hein, à être porté, habité par la poésie de son œuvre. Et donc j'ai fait le choix, quand la Cinémathèque m'a proposé de présenter des films, me donner une sorte de carte blanche. Je ne suis pas allé chercher les plus grands films de l'histoire du cinéma, je ne suis pas allé chercher des œuvres qui peut-être auraient été plus évidentes ou liées de façon plus évidente à mon propre cinéma. Je suis allé chercher des œuvres dont au fond je ne saurais pas parler, dont je ne saurais pas bien parler, dont personne d'ailleurs ne saurait bien parler, à part son auteur lui-même, qui a mis dans son film tout ce qu'il avait à dire. Et c'est pourquoi mon premier sentiment a été qu'il ne fallait pas faire de débat, de discussion après ce film, parce que par définition, Debord a toujours été d'une immense exigence quant à la finitude de ce qu'il faisait. Donc c'est le film Ingerum Imus Nocte, comme la Société du spectacle, comme les deux courts-métrages magnifiques qu'il a fait à la fin des années 50, au début des années 60, sont des œuvres en soi et ne sont pas destinées à être commentées. Donc, pendant très longtemps, il se trouve que j'ai fait un travail de restauration, de ce travail de restauration des films. Je connais les films, je commence à assez bien les connaître. J'ai fait et refait, puisque j'ai contribué à la restauration DVD, si vous voulez, des films, et puis ensuite à une version 4K qui est en DCP, qui est ce que vous allez voir ce soir. Je l'ai fait en me disant jamais je ne ferai ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire présenter le film, et encore moins en parler. Et puis progressivement, je me suis habitué à l'idée, avec l'insistance aimable de Bernard et de la Cinémathèque, et parce que le film est présenté dans un cadre particulier, je serais content de répondre à celles de vos questions auxquelles je suis capable de répondre, mais je ne pense pas que je serai capable de répondre à toutes. Voilà, merci beaucoup d'être là en tout cas, et je ferai de mon mieux tout à l'heure. Bonne projection, il y a tout à l'heure. Peut-être, effectivement, peut-être vous pouvez nous dire, Olivier, par où vous avez envie de commencer ou de reprendre. Est-ce que ça peut être soit, parce que je pense que pour certains, Guy Debord est un nom et peut-être une découverte, donc soit, j'allais dire, quelques éléments biographiques, soit au contraire, peut-être y venir par la forme du film qui elle, est
inédite, ou en tout cas inventée par Debord, ou en tout cas poussée dans ses retranchements les plus grands, c'est-à-dire d'abord l'évidence, c'est-à-dire que c'est un film où rien de ce qui est montré n'a été filmé pour le film. À l'exception des plans de Venise. Voilà. À l'exception des plans de Venise, on peut dire que tout ce qu'on voit est un remploi. Est-ce que vous voulez, voilà, j'allais dire, parler de la forme d'abord du film? Non. Je pense qu'il faut éventuellement peut-être dire un ou deux mots pour replacer les propos de Debord, le texte de Debord dans son contexte. Et c'est très difficile de le faire brièvement. Je vais juste essayer de donner quelques repères. Disons que il faut, en vérité, il faut remonter à l'immédiate après-guerre, où apparaît un mouvement radical qui est le lettrisme, dont l'instigateur est Isidore Isou, qui prend à cette époque-là comme modèle Tristan Tzara et le dadaïsme. Tout vient du dadaïsme, au fond. Mais le dadaïsme est clos en France après la Première Guerre mondiale, et de la même manière, le lettrisme apparaît après la Seconde Guerre mondiale, l'une et l'autre fois porté par des exilés roumains. Tzara et Isou sont l'un et l'autre roumains. Ce sont donc, comme le dadaïsme, le lettrisme est fondé sur la mise en question, et éventuellement la démolition des formes précédentes de l'art. Donc il s'agit à la fois de révolution et de théorie artistique, de pensée moderne, contemporaine, de l'art dans le sens de à quoi ça sert l'art, est-ce que ça sert au juste à quelque chose, et est-ce qu'au fond ça ne gagnerait pas à être détruit. Isou est admiré par Jean Cocteau et est un jeune homme extrêmement brillant qui publie des textes assez impressionnants qui sont publiés par Gallimard. Aujourd'hui, jamais de la vie on rééditerait ces textes, et au fond, beaucoup de l'œuvre de Isou s'est un peu perdu dans les méandres de l'histoire contemporaine, mais simplement au sein du lettrisme qui apparaît dans l'après-guerre. Isou fait un film étonnant, Traité de Bave et d'éternité, 1951, dont on peut considérer que c'est sans doute son œuvre la plus importante. Elle reprend de façon poétique les thématiques de ses écrits, rencontres de sa pensée, etc. Juste en ajoutant qu'il lui-même est très jeune. C'est-à-dire que la jeunesse compte aussi beaucoup. Hein, Isou a 23 ans, je crois, quelque chose comme ça, quand il fait Traité de Bave et d'éternité, qui est, entre parenthèses, un film important dans l'histoire du cinéma moderne. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de choses que la nouvelle vague fera elle-même bien plus tard, enfin des années plus tard. Rohmer écrit sur Isou, donc c'est pas non plus absolument insulaire et coupé du reste du monde. Ça, il y a quelque chose aussi dans la rébellion et dans l'interrogation artistique de l'époque, quelque chose qui se joue au sein du lettrisme. Enfin, le lettrisme porte quelque chose. 51, Festival de Cannes. Isidore Isou, évidemment, projette sur la plage ou dans un lieu marginal son film, et c'est là où il rencontre un jeune homme étudiant à Cannes, qui est Guy Debord, et qui est fasciné par Isou, fasciné par les idées d'Isou, qui rejoint le groupe lettriste avec d'autres de ses amis, mais progressivement se rend compte, au fond, des limites de la pensée d'Isou, et crée un groupe qu'il appellera l'International lettriste. Il a 19 ans, 20 ans, un
tout jeune homme. Mais autour de lui, parce que c'est une personnalité charismatique, parce qu'il est précoce, parce qu'il est tout de suite un grand artiste, il y a tout un groupe s'agrège qui remet en question, disons, la place de Izu, et qui comprend assez vite qu'il va falloir quitter le groupe lettriste, parce qu'il y a affrontement avec Izu. Qu'est-ce que va construire, qu'est-ce que va susciter cette internationale lettriste menée par Debord, un groupe plus ambitieux, constitué d'artistes reconnus comme Asger Jorn, comme Constant, et bien d'autres, certains issus du groupe Cobra, qui, influencés de ce point de vue-là par Constant, considéreront que la seule voie possible pour l'art moderne est celle de ce qu'ils appellent la construction de situations, c'est-à-dire que l'art n'est plus fait pour être regardé, mais pour être vécu. Il est fait pour qu'il y ait une perméabilité entre le vécu et l'art. Il n'y a plus de contradiction entre le vécu et l'art, et donc ce qui veut dire réinventer au fond la ville, réinventer selon les termes qui seraient ceux d'un urbanisme moderne. Donc se constitue un groupe qui est le groupe de l'international situationniste, qui publie une revue dont Debord est le rédacteur en chef, et qui est porteur d'idées qui mèneront jusqu'en mai 68. Donc ce que raconte de façon métaphorique Debord dans Ingerum Imus Nocte, c'est l'histoire de ce groupe. C'est l'histoire de l'histoire parallèle de l'international lettriste, de ses aventures, puis celle de l'international situationniste, et pourquoi ces idées ont été porteuses de ce qu'il y a eu de plus radical en mai 68, au point qu'on peut considérer que le situationnisme a été l'une des principales clés qui permet d'expliquer ou de comprendre ce qui s'est passé au juste dans la société française, et en particulier dans la jeunesse, au moment de mai 68. Debord, au contact d'un très grand artiste qui est Asger Jorn, lui-même devient créateur. Il y a quelques toiles qui existent, et il y a quelques films, il y a 2 courts-métrages qu'on a redécouvert que moi j'ai découvert, qui étaient parfaitement invisibles, et qu'on a redécouvert très tardivement, mais alors il y a un premier film qui fait à 20 ans, qui est celui dont on voit dont on entend des extraits quand l'écran est blanc dans Ingerum Nocte, qui est un film qui fait à 20 ans, qui est fait uniquement de collages, de citations. Il n'y a rien d'écrit par Debord lui-même, il y a uniquement des slogans publicitaires, des extraits de poèmes, de livres, et il construit une poésie particulière qui est constituée d'éléments accumulés selon une méthode que Debord appellera le détournement. C'est-à-dire de prendre un texte, de prendre une image, et au fond se l'approprier et la faire résonner dans une narration qui n'est pas celle dans laquelle elle était originellement intégrée, et qui éventuellement produit donc d'un coup un autre sens, ou en tout cas le sens s'en trouve métamorphosé ou transformé. Donc 1951, Debord a 20 ans, il fait ce film qui s'appelle Hurlement en faveur de Sade, constitué uniquement d'écrans blancs et d'écrans noirs. Les écrans noirs sont dans le silence le plus total, et les écrans blancs sont ce que vous avez vu, c'est-à-dire de temps en temps une phrase, de temps en temps du silence,
Ça a été projeté une fois ou deux en total, et devant un public en général sceptique. Il y a voir d'orage. Je crois qu'il y a dû y avoir 2 projections à Paris, il y en a eu une à Londres, à l'ICA, si je ne me trompe pas, et c'est à peu près tout, mais c'est resté un film mythique qui est, je dirais qu'il y a dont le pendant est un livre de poèmes constitué selon la méthode du collage et du détournement, qui s'appelle Mémoire et qui est fait en collaboration avec Asgherian, qui en a fait des illustrations. Pardon d'être assez long là-dessus, mais en réalité, je pense que ce film, Hurlement en faveur de Sade, est un chef-d'œuvre, et je pense que Mémoire est un des plus grands textes de la poésie contemporaine française. Je pense c'est l'œuvre fulgurante d'un grand artiste de 21 ans ou de 22 ans qui saisit de façon hallucinée le monde dans lequel le monde qu'il découvre et réussit à en saisir le feu comme les poètes plus reconnus ou plus installés n'auront pas su le faire. Je pense qu'on reviendra toujours à Mémoire, qui est un grand livre, et admettons que Hurlement en faveur de Sade n'est pas facile à regarder, mais enfin, ça ne lui retire pas des qualités immenses. Parce qu'on peut dire que dans l'histoire du cinéma, il y a à un moment donné quelqu'un qui a fait l'équivalent du carré blanc sur fond blanc de Malevich. Rien de moins que ça. Et donc c'est un moment important, je dirais, dans la dialectique de l'histoire du cinéma contemporain. Donc, progressivement, au sein de l'international situationniste, la question de la pratique de l'art se pose. Progressivement, la question de la pratique de l'art est interrogée et, in fine, rejetée. À partir de 1961, l'international situationniste se considère comme un mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire que abandonne la pratique de l'art, donc c'est ce qui interrompt la carrière, je dirais, bourgeonnante de cinéaste de Debord, qui dans les années 50 fait 2 films, le premier qui ressemble beaucoup au fond à l'écriture, qui est celle de Jérôme Limus Nocté, parce que moi très longtemps j'ai pensé que c'est quelque chose qui apparaît dans l'œuvre de Debord dans les années 70, quand il fait un premier long métrage adapté de son livre La Société du spectacle, et ensuite Jérôme Limus Nocté. C'est pas du tout le cas. En réalité, tout ça est en place, tout ça est pensé, toute cette écriture existe déjà dès la fin des années 50 dans du passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps, et critique de la séparation. Critique de la séparation, le second court-métrage de Debord, absolument magnifique, n'a littéralement jamais été montré, parce qu'en réalité, à peine a-t-il fini de faire ce film que lui-même et l'international situationniste décrètent la fin de l'art. Et que donc les artistes sont exclus, qui pratiquant l'art sont exclus au profit de ce qui doit être en fait une sorte de groupuscule de philosophes qui pensent la révolte, qui pensent le renversement de la société, et qui pensent qui mettent en place les idées. Pour quelqu'un qui ne s'intéresserait pas complètement à ces questions-là, ou qui en aurait une très peu de connaissances, on peut dire qu'on n'est pas très loin de l'école de Francfort. C'est une interrogation de la consommation, des valeurs de la société de consommation, de l'aliénation, telle qu'elle a été pensée par des gens comme Adorno, Horkheimer, etc. Donc, ce que raconte, encore une fois, Inji Room, c'est cette histoire-là.
C'est-à-dire quand Debord parle d'assaut, quand il parle de charge, quand il parle de stratégie, et il le fait selon, c'est au fond une évocation du rôle qu'il a eu, de la place qu'il a eu dans l'évolution de la théorie radicale de son temps, dans les textes qu'il a publiés dans l'Internationale situationniste, qui encore une fois ont été l'un des bréviaires de mai 68. Et donc, voilà, donc il raconte la façon dont, suite à alors, il raconte ce qui s'est produit au sein du situationnisme après mai 68, c'est-à-dire que moment de reconnaissance, moment triomphal, mesurons nos mots, du situationnisme au moment de mai 68, parce que tout d'un coup, ce qui avait été souterrain, tout ce qui avait été appartenait au monde, encore une fois, de la marginalité et de la théorie artistique, et de la post-théorie artistique, est venu au grand jour, est devenu de façon notoire, encore une fois, un groupuscule ayant une place importante au sein de la radicalité de son époque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, ce groupe qui est international a régulièrement des congrès, ici, là, ailleurs. Il finit, après mai 68, par y avoir un congrès à Venise. Et à Venise, toutes sortes de radicaux, plus radicaux les uns que les autres, produisent des textes évoquant le futur, la façon dont les idées avaient gagné, comment on allait transformer la société, etc. Debord, rédacteur en chef de la revue, lit tout ce bazar et considère que ça ne vaut rien. Et qu'en réalité tout ça est régressif ou naïf par rapport à la situation de l'époque, et décide la dissolution de l'internationale situationniste pour que, d'une certaine façon, ce moment-là historique se termine sur une victoire. Et donc, à partir de là, il vit sa vie, et à partir de là... Donc c'est 72 c'est 72, entre 72, 73... Oui, enfin, la dissolution de l'IS, c'est 71, 72. Voilà. Et donc, à partir de là, Debord laisse tout ça derrière lui et s'en va vers de nouvelles aventures. Donc après, je pourrais parler de ces choses-là qui m'ont passionné à différentes époques, à différents moments de ma vie, qui m'ont en tout cas beaucoup marqué et beaucoup inspiré. Mais ce que je voulais, c'était donner au moins aux spectateurs de ce soir, qui sont éventuellement peu familiers de ce qu'évoque Debord et de façon extrêmement allusive, simplement donner quelques repères qui permettent de se retrouver dans ce que Debord raconte et pourquoi il le raconte en particulier en revenant à la pratique de l'art. Parce que quand même, c'est ce qui n'est pas négligeable c'est-à-dire qu'il attend l'internationale situationniste est dissoute, et ben Debord redevient cinéaste. Il aura arrêté de l'être entre 1961 et 1969, 73, parce que la Société du spectacle. Puis 1978, l'Injiromimous Nocté, où d'une certaine façon se joue quelque chose de très particulier, puisque la Société du spectacle est encore un moment théorique de son travail. Ce moment théorique se poursuit dans la première partie de l'Injiromimous Nocté, où résonnent les idées qui sont celles de l'IS, et puis au sein du film se produit une cassure, une rupture, où
intervient la poésie, où intervient une forme de lyrisme, où tout d'un coup il y a de la musique, ça se met à bouger, etc. Et il y a une sorte de voix, de monologue intérieur de quelqu'un qui fait son examen de conscience d'une certaine façon, et où revient une écriture à la première personne, qui est celle de son cinéma, et qui a été, encore une fois, interrompue entre la critique de la séparation 62 et la Société du spectacle 73. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, c'est voilà à peu près le cadre. J'ai essayé de le brosser d'une façon très très grossière et très simpliste, mais enfin, mieux au moins de quoi il s'agit dans le film et pourquoi ça a pu impressionner un jeune homme radical de 17 ans, 18 ans que j'étais quand je découvre ce film. D'ailleurs, un peu plus de 20 ans. Puisque en réalité, je découvre Ingerum Nus Nocte non pas quand le film sort, parce que le film ne sort qu'en 81, alors qu'il est terminé, comme le dit le carton, depuis mars 78, mais surtout il a été publié dans un volume qui s'appelle Œuvre cinématographique complète, dans lequel figurent les textes de tous les films de Debord, dont celui-là, dont Ingerum, qui était inédit à cette époque-là. Donc j'ai été d'abord ébloui par le texte, et par la poésie et la beauté, la justesse, la profondeur, la violence aussi, et l'extrême radicalité du texte, avant de découvrir le film que j'ai découvert en connaissant déjà le texte quasiment par cœur. C'est ça. La particularité pour vous et quelques autres, c'était que ce film-là pouvait être lu avant d'être vu, et pouvait être lu pendant plusieurs années avant d'être enfin projeté et entendu, si je puis dire. Voilà, et relativement peu entendu, parce que disons qu'à l'époque, le cinéma de Debord était extrêmement était plus que marginal. Donc, moi il se trouve que, disons que ça concernait 4 ou 5 critiques, et peut-être 500 personnes en total à Paris. Oui, c'est ça. C'était à la fois marginal et en même temps quand même, quand on voit la presse de l'époque, il est rendu compte du film. D'ailleurs, Debord, dans son entreprise de toujours renvoyer, si je puis dire, sinon la balle, du moins le coup, a publié aux éditions Lebovici un ouvrage qui est en fait la revue de presse intégrale de Ingerum Nocte, qui s'appelle Ordures et décombres déballés à la sortie du film Ingerum Nus Nocte en consumimur igni par différentes sources autorisées. Et en fait, c'est la reprise intégrale de la revue de presse, Le Monde, l'Express, et que ce soit des papiers élogieux, critiques, semi-critiques, voire détestant le film ou l'adorant, on comprend que tout est ordure et décombres, et donc tout est rassemblé par Debord, qui fait en quelque sorte la revue de presse de son film. Donc voilà, c'est qui donne une idée aussi de... Oui, il avait fait la même chose après la sortie de la Société du spectacle, en faisant un court-métrage qui s'appelle Réfutation de tous les jugements portés sur le film de la Société du spectacle. C'est ça, de réfutement de tous les... Je ne sais plus le titre exact, mais c'est ce Dans étant élogieux qu'hostile. Voilà, c'est ça. Donc, mais ce qui est effectivement... ce pourquoi peut-être ce film-là, plus que d'autres, est connu même par celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est pour ce que vous décrivez, c'est-à-dire que il y a une puissance théorique qui s'exprime d'ailleurs contre le spectateur d'emblée. Enfin, il est pris à partie, littéralement, il est montré à l'écran. La première chose qu'on voit, c'est nous, nous dans la salle, en train d'être... Donc cette image... Oui, il faut éliminer les spectateurs, il faut éliminer le cinéma, il faut éliminer la société contemporaine, il faut être bien clair sur cette question-là pour pouvoir commencer à parler de soi. Et en même temps, ce qui me touche, c'est que quand on voit le film et qu'il s'en prend à nous aussi frontalement, directement et implacablement, je trouve que dans le rythme de sa diction, il y a quand même l'attention que personne n'en perd d'une miette. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on est malmené, on ne peut rien
ignorer de ce qui nous est dit. Oui, alors ça, je change de casquette et je mets celle de technicien. J'y ai quand même pas mal contribué. Alors explique. Disons que d'abord dans le sens, non mais la copie 35 de Injirum, comme tous les éléments techniques dont on disposait et les copies dont on disposait, qui étaient des copies d'époque, de tous les films de Debord étaient dans un état détestable. Parce qu'elles avaient été aussi beaucoup projetées. Non, il n'y a pas eu de... Non, c'est parce que c'est fait avec des éléments de provenance diverses, avec des qualités de grains différentes, avec des contrastes différents, des voix qui étaient mal enregistrées, qu'on n'entendait pas. Avec Luc Barnier, qui était le monteur de mes films, et qui a beaucoup aidé, qui était techniquement très investi dans la restauration des films de Guy Debord, et avec les talonneurs avec qui on travaillait, on a fait tout ce qu'on a pu pour retrouver une homogénéité, une qualité de définition dans l'image, etc. Mais on partait de très très loin. C'est-à-dire que le film, et ça vaut en particulier pour le son qui était semi-inaudible. C'est-à-dire que par exemple, l'extrait de Hurlement en faveur de Sade, les voix étaient absolument perdues. On est allé les chercher, on les a etc. Les musiques, on les a remixées, la voix de Debord, on a nettoyé ce qu'il y avait besoin de nettoyer. Il a enregistré ça tout seul dans sa maison de Haute-Loire à Champeau, dans le grenier. Donc c'était pas un élément son de très bonne qualité. Donc il a fallu on a reconstitué la visibilité et l'intelligibilité littéralement du film. C'est ça, c'est qu'en fait, on l'imagine aisément, mais on est, en quelque sorte, on l'oublie du fait de la qualité audio et visuelle de ce qui a été finalement restitué grâce à vous, mais on imagine bien que le film, il a été fait avec des bouts de ficelle, c'est-à-dire qu'on se demande dans quelles conditions techniques, même Guy Debord a pu travailler, vous le dites, il enregistre sa propre voix seul et dans un grenier. On voit bien que... Le film est financé par Gérard Lebovici, qui à cette époque-là est l'homme le plus puissant du cinéma français. D'où l'accès aux images. C'est l'agent de Catherine Deneuve, c'est le créateur de Armédia, qui est la plus grosse agence de talent de Paris déjà à l'époque. À l'époque, personne n'utilisait les films comme ça, que par fragments. Donc c'est Lebovici qui a payé les droits des extraits de films qui se servent. Mais par contre, évidemment, ça a été fait dans des conditions un peu approximatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ferait la même chose, on irait chercher un élément de bonne qualité, alors que tandis que Debord, il se sert, même quand il s'agit de films en couleur, des fois, il est passé en noir et blanc, ça donne un truc très délavé, il a fallu beaucoup travailler pour retrouver le contraste, mais surtout, il y a des trucs, comme il y a différents formats, il y a du scope qui est en réalité anamorphique, qui est utilisé dans un format carré, ce qui est complètement absurde, mais aujourd'hui, on aurait été chercher un négatif et on aurait tiré à partir du négatif un extrait de bonne qualité. Alors que là, non. En général, c'est des copies. C'est des copies positives d'exploitation, donc qui sont pas. Mais par contre, ce qui a coûté certainement très cher, c'est l'achat à l'époque des droits. Enfin, pas aussi cher que ça serait maintenant, parce qu'à l'époque, c'était pas mal. Donc c'est un film révolutionnaire qui finalement aura négocié des droits. Disons que oui, après, faut voir si c'était négocié ou pas négocié. En tout cas, il y a une démarche légale, c'est à noter.
Non, c'est ce que j'imagine. Hein. J'ignore si ça a été fait comme ça. Enfin, je pense que la logique est que ça a été fait comme ça parce que c'est à un moment donné, c'est fabriqué au sein d'une structure de production qui s'appelle Simard et qui est une société qui appartient à Gérard Libovici, donc à la fois son mécène, son éditeur et son ami. Et ce qu'on disait, donc, pour terminer, enfin pas terminer, mais pour ouvrir là-dessus, c'est que ce qui rend ce film-là, j'allais dire, inattendu ou surprenant et désirable, c'est qu'effectivement, il y a à la fois ce moment théorique implacable, et puis ce changement de ton. C'est-à-dire qu'on passe à un jeu, JE, d'ailleurs il le dit, hein, je vais m'intéresser à quelque chose de passionnant moi-même. Et effectivement, le film va être son histoire, son récit, mais aussi, j'allais dire, son autoportrait à travers des extraits, hein, que ce soit Jules Berry, que ce soit Robin des Bois. Donc c'est un portrait dont il s'amuse, mais en même temps qu'il fait. Et puis la langue, enfin l'écriture et la langue, qui fait que tout d'un coup, comment dire, c'est à la fois une autobiographie, un autoportrait, et puis un poème, un poème cinématographique. Enfin, on ne s'attend pas, quand le film commence sur des bases théoriques aussi affirmées, à ce que quelque chose de l'élégie, quelque chose du rapport au temps se déploie. Oui, mais parce que, en réalité, le film a une première partie qui est encore une fois, qui est inscrite dans le moment révolutionnaire, et une seconde partie qui, d'une certaine façon, est définie par non pas la rupture de ce moment-là, mais si, au fond, on peut dire que ce moment est synchrone de la fin d'une forme de gauchisme. Au fond, que l'élan qui avait été celui de mai 68 et dans lequel une jeunesse s'était identifiée, ce moment-là s'achève. S'il s'achève, alors à la postérité de décider s'il s'achève sur une réussite ou sur un échec, mais au fond, pour lui, maintenant, doit commencer un autre chapitre. Et cet autre chapitre, il y a la liberté, éventuellement, qui est celle du mémorialiste, de rendre des comptes sur ce qu'il a fait. De certaine façon, je crois, dans son esprit, il y a à la fois l'autoportrait et une façon, d'une certaine manière, une façon de rendre compte de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, de pourquoi il l'a fait, et au passage de s'approprier néanmoins quelque chose qui n'était pas absolument acquis. Aujourd'hui, on pense à mai 68, on sait très bien l'importance des idées situationnistes. À cette époque-là, on n'en parlait pas. Elle n'était pas évoquée. Donc tout d'un coup, il y avait le sentiment qu'il se faisait justice à lui-même. C'est-à-dire, il disait, attendez, tout ça, nous, on a quand même beaucoup œuvré pour que ça ait lieu. Et beaucoup de ceux qui tirent aujourd'hui la couverture à eux sont des suiveurs d'idées qu'on avait depuis plusieurs années construites, mises en place et mises en œuvre. D'ailleurs, c'est peut-être pas tout à fait, il ne l'aurait jamais évidemment formulé comme ça, mais c'est peut-être pas un hasard si ce film survient quasiment 10 ans, même s'il sortira en 81, il survient exactement 10 ans après mai 68. C'est-à-dire que là, il y a comme effectivement un effet, pas de bilan, mais effectivement de réappropriation d'un mouvement historique dont il peut dire qu'il a contribué à son existence. Et pour conclure, dire maintenant, moi j'ai fait ce que j'ai pu, faites mieux. C'est ça. Faites-en autant, faites mieux, et ça passera pas inaperçu. C'est ça. Mais avec cette idée aussi que si un moment ou un temps historique se termine et qu'il doit se terminer, c'est aussi parce qu'il me semble qu'au cœur de la pensée situationniste de Debord, pour autant que je comprenne, il y a cette idée du présent. Il y a cette idée de l'instant. Il y a une idée qui est déterminante, c'est que la théorie sert à être mise en œuvre. Que la théorie, c'est la pensée de la praxis. Et donc, il faut qu'il y ait praxis pour qu'il y ait théorie. Et que l'un ne va jamais sans l'autre, etc. Qui est une idée, là, de ce point de vue-là, plutôt qui est une idée hegelienne. Hein, il n'y a pas de Debord qui l'a inventé, mais c'est sûr que ça a eu un rôle essentiel dans sa pensée, dans son travail. Et que d'une certaine manière, on ne peut pas capitaliser là-dessus, que ça ne peut pas durer
éternellement, ou alors que ça doit muter, que ça doit se transformer en permanence. Il y a un rapport au présent, enfin on l'entend dans le film, un rapport, je ne sais pas comment, métaphysique au temps, mais il y a une idée très très forte chez Debord de l'instant à vivre ou à réinventer, mais qui ne peut pas en quelque sorte devenir une rente. Donc en quelque sorte on brûle en permanence ce qui advient pour inventer encore autre chose et la suite. C'est-à-dire, c'est ce qu'il évoque quand il évoque son rapport au passage du temps. Et en effet, il passe son temps à dire que les choses se font sur l'instant, sur le moment, en fonction des forces en présence, et qu'on ne peut pas, en réalité, on n'a pas prise sur l'histoire, mais par contre, on doit comprendre l'histoire. Et comprendre l'histoire au temps présent, quand elle se constitue, quand elle se forme, et qu'on voit les possibilités, et qu'on peut être porté par des possibilités historiques, mais comme l'histoire est quelque chose qui est constamment en mouvement, il ne faut pas rater le moment, juste, il faut être là quand il faut, et ce que raconte le film, c'est à quel point, d'une certaine façon, il a eu le privilège d'être là où il fallait être, au moment où il fallait être, et qu'il a saisi le moment, qu'il a été capable de saisir un moment historique, et ensuite ce moment historique s'est dissous comme le font tous les moments historiques. Et après je vous donne la parole, mais il y a à la fois ce rapport, disons, à l'histoire et au temps, et puis dans la pensée et la pratique, puisque vous expliquez bien que c'est indissociable l'un de l'autre, dans la pensée pratique du situationnisme, il y a aussi une très forte et cruciale conception de l'espace, ce que, à un moment, le mot est employé, le mot de dérive, ce qu'on a appelé la psychogéographie chez les situationnistes. Comment ça, et d'une certaine manière, le film, vous disiez les aventures de Guy Debord, enfin, on voyage beaucoup dans le film, hein, Paris, Florence, Venise, enfin, il y a toute une géographie, on filme en permanence de haut une vue de Paris, donc il y a cette idée comment on pourrait dire, de l'occupation d'un espace, mais pas n'importe comment et pas pour rien. Qu'est-ce que c'est cette... C'est la question de l'urbanisme, c'est-à-dire que l'international situationniste, intellectuellement ou artistiquement, s'est constitué autour de l'idée de l'urbanisme, c'est-à-dire sur la forme de la ville, et sur l'idée qu'il y a une poésie. Il y a une poésie qui appartient à la ville et qui est définie selon un outil qui est de l'invention du situationnisme, qui est la dérive. La dérive, c'est on traverse la ville et les différents quartiers de la ville qui sont des lieux qui sont esthétiquement différents, d'une énergie différente, portés par des singularités spécifiques, et que on traverse des ambiances, et que l'idée de la construction des situations, c'était aussi, mais là on remonte vraiment au tout début, c'est-à-dire au tout début des années 60, comment dire, la dérive est l'ancêtre de la situation. C'est-à-dire que la situation, où il s'agit de créer des ambiances, de créer des lieux, de créer de créer une matière vivante, des lieux vivants dans lesquels va se plonger l'artiste. C'est ce que, pardon, je vous ai compris, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que l'art et la vie doivent être une seule et même chose, et que donc c'est en traversant les différentes ambiances, les différents quartiers, les différents lieux de la ville, et que ça peut être Paris, comme ça peut être Hambourg, comme ça peut être Venise, etc. Le spectateur, enfin ou l'artiste, donc ou plutôt l'individu traverse la ville en
en la recréant, en la réinventant, en la réimaginant, et c'est un acte artistique en soi. Et donc ça a été quelque chose qui a été crucial au début de l'international situationniste, beaucoup porté par des textes fondateurs, les quelques textes fondateurs d'Ivan Cheglov, qui est le personnage qui est décrit constamment en Prince Vaillant, qui est le précurseur de Debord. Debord considère Ivan Cheglov comme l'inventeur de la psychogéographie, l'inventeur de la dérive, et qui effectivement a sombré dans la folie et qui a été interné, mais dont Debord a toujours considéré qu'il était le visionnaire qui avait allumé la mèche de tout ce que les idées, de tout ce que le situationnisme a pu porter, et en particulier comment ça a servi d'écrin l'éclosion de la pensée de Debord. Tout ça vient de Cheglov. Toute petite dernière chose, et préparez vos questions ou remarques. Qu'est-ce que c'est cet échiquier qu'on voit en permanent, enfin qui revient et revient et qui ressemble, sans ressembler à un jeu d'échecs, c'est-à-dire ces pièces, ces boulons c'est un Kriegspiel inventé par Debord. Debord, à un moment donné, a pensé faire fortune. Il a eu l'idée d'un jeu qui s'appelle le jeu de la guerre, qui a été fabriqué, publié, et dont il jouait des parties sur cet échiquier qui a été fabriqué par je ne sais plus qui, mais enfin, donc, moi, je ne sais pas jouer au jeu de la guerre, mais enfin, chacune des positions des pièces sur le jeu correspond. Donc en réalité, c'est transposé sur l'échiquier. Sur l'échiquier, c'est le moment historique de Debord, le moment stratégique de Debord était fasciné. Il était fasciné par la stratégie. Il parle que de ça. Il pense qu'il avait une bibliothèque de stratégie absolument infernale, et il est passionné par évidemment Clausewitz, Jomini, Ardan du Pic, enfin les différents grands stratèges, Sun-Tzu évidemment. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des remarques? Ou est-ce que vous voulez réécouter le texte? Au fond, tout au fond. Oui, c'est la première fois que je suis confronté à une œuvre de Debord. J'ai toujours été réticent parce que sa légende est tellement rebutante. Mais oui, et ça commençait mal. J'ai trouvé d'une insupportable complaisance et de prétention sans limite. Et puis après, ça bascule. Et quand ça devient auto-réflexion, autoportrait, ça devient de plus en plus lyrique et de plus en plus sensible, et là j'ai dit oui, okay. Là j'ai compris ce qu'il voulait faire. En fait, je me suis dit, sa réflexion par rapport au temps, et qu'elle a toujours été obsédée par la fuite du temps, rejoint aussi, comme vous dites, cette obsession de saisir l'instant décisif, le moment historique, l'occasion, qui est le kairos grec. Donc voilà, si on ne le saisit pas à ce moment même, la chose s'éteint, la chose s'embrasse, disparaît, se dissout. Et du coup, effectivement, là, ça devient très très romantique, en fait, cette obsession de fuite du temps. Et bon, je vais peut-être commencer un peu à lire ce qu'il écrit, parce que c'est très beau, là. Le texte. Oui, enfin, lisez Panégérique, qui est son texte autobiographique, qui est un peu le prolongement, en fait, de Ingerum. C'est magnifique, Panégérique. Oui, et puis donc, voilà, et je me dis, effectivement, le terme situationniste fait aussi beaucoup penser à cette histoire de Kairos, donc,
situation. Allez-y. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette séance, c'était vraiment un plaisir. Juste un petit fun fact. Parlez bien donc. Un petit fun fact qui est tout à fait une drôle chose à mon avis, c'est le fait que, enfin, vous avez évoqué Isidore Issou. Comment ça naît un petit peu, comment la situation ça naît de ces acteurs assez importants roumains. Enfin, c'est un petit peu drôle que Charles de Gaulle, il était en Roumanie en mai 68, que c'était tout à fait émerveillant. De Gaulle est allé triste. Voilà. Mais moi, j'ai deux questions assez spécifiques. Déjà, comment vous avez inséré tout le discours de Debord dans votre film après mai, ou après mai 68? Je pense qu'il est encore disponible sur MK2 Curiosity. Mais il sera même disponible à la Cinémathèque dès Voilà. samedi. Il sera projeté samedi. Voilà. Et ma question, c'est comment vous avez réussi de céder à la tentation d'utiliser des archives déjà restaurées. Parce que j'imagine que pour les enfants de paradis qu'on voit à l'écran, est-ce que c'était quelque chose que vous avez réfléchi pendant le processus de restauration pour le parti qui était un petit peu pourri, donc d'utiliser déjà... Oui, non, je comprends. Non, on a fait le choix. Il fallait faire un choix. On a gardé les éléments dans le film. On n'est pas allé chercher le négatif. Non. On aurait pu le faire, mais on a eu le sentiment que c'était un peu trahir, pour le coup, vraiment la texture du film. On aurait pu rectifier les trucs qui sont moi, les trucs qui me gênent le plus au visionnage, c'est la déformation anamorphique sur la charge de la brigade légère. Mais non, ça, on a choisi de ne pas le faire et de ne pas aller chercher des documents de meilleure qualité. Mais c'est vrai que c'est une hypothèse qu'on a soulevée et qu'on a immédiatement écartée parce qu'on s'est dit non, si Debord avait voulu aller chercher des négatifs, il aurait été chercher les négatifs et au fond, il y a quelque chose de la poésie ou de la beauté du film qui tient aussi presque à l'état un peu périssable, la façon dont le temps s'est inscrit sur ces images. Il y avait une autre question. Non, qu'est-ce que c'est? Ah oui, après mai. Oui, oui. Non, dans après-mai, je cite Debord, je me contente de citer Debord. Le personnage lit un passage de la véritable scission dans l'international situationniste, parce que ça correspond à ces années-là pour moi. C'est l'année où c'est publié, et donc c'est un film très autobiographique, donc je me représente moi-même effectivement à l'époque où je travaillais dans un studio à Londres, où j'étais stagiaire au montage, et je prenais le train le matin là, pour aller à mon emploi, et où je lisais la véritable scission dans la situationniste. Là, je sais pas. Ah, vas-y. C'était pour revenir sur ce qui avait été dit juste avant, sur le fait que le début était assez... comment expliquer? C'était quoi les mots qui avaient été utilisés déjà? C'est dogmatique, j'imagine, ou théorique, ou enfin la dimension, oui, de théorique, quand ils s'en prend au spectateur. Ce que j'aimerais revenir dessus en disant que on parle beaucoup du texte là depuis le début, mais c'est pas que c'est un film, parce que sinon un film ça serait un texte lu, ça serait de la radio, c'est l'image, le cinéma, et même pour Hurlement en faveur de Sade, oui. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il n'y a pas d'image. Donc c'est l'absence de l'image qui rend très bon. Oui, on est d'accord. Sur le film, je le trouve tout aussi poétique que le reste du film. Parce que là où, si c'était à la radio, ça aurait été purement politique, théorique, tout ça. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il me fait ces choses très dures, cette violence dans la critique de ces personnes, enfin pas de la critique, mais l'explication de ce qu'ils sont en réalité, l'hypocrisie de leur situation. Il les met sur des images de bonheur, des enfants qui jouent à côté de leurs parents qui rient. Des images publicitaires. Oui, mais il aurait pu choisir des images plus banales. Il choisit vraiment des instants de grand bonheur. Et ce qui me
fait toute la beauté de cette séquence, c'est qu'on voit l'hypocrisie de leur situation. Ils se pensent très heureux, vivent la belle vie, alors ils vivent une vie, comme il dit, de serfs. C'est-à-dire de gens qui sont absolument soumis à des maîtres. Et je trouve ça très très beau, moi, pour le coup. Je le mets au même niveau que le reste, voire au-dessus. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord avec vous et je trouve que vous le dites très bien. Parce que il y a c'est très violent. C'est un texte où il y a une sorte de violence, mais c'est pas une violence qui est agressive, c'est une violence qui dit réveillez-vous. C'est juste réveillez-vous, vous dormez, réveillez-vous. Et il le dit d'une façon qui est violente et dérangeante, qui fait que personne ne peut y échapper. C'est-à-dire que ça ne peut pas être exactement du cinéma, c'est de la poésie, et c'est une poésie qui tout d'un coup est portée par une force, et encore une fois une radicalité qui est peu courante au cinéma ou dans les autres arts d'ailleurs. Et de fait, tout ce premier texte, cette première partie sur la société des années 70, d'années Giscard, etc., et a une puissance et une portée qui sont de nature artistique, bien sûr. J'ai pris le micro de mon voisin. Oui, allez-y. Est-ce que justement, il ne joue-t-il pas d'emblée le détournement justement de ces images de consommation, enfin le bonheur de la consommation façon années 70, sur lesquels il va placer son texte. Enfin, il y a une espèce de disjonction entre les deux qui fait émerger quand même de l'interrogation, enfin, me semble-t-il. Oui. Enfin, c'est typiquement le détournement. Oui. C'est le détournement d'image. Qui fait advenir à nos yeux la vérité, j'allais dire presque renversée de l'image qu'on regarde, quoi. Oui. Allez-y. C'était la première fois que je voyais un film de Debord. J'ai été emporté du début à la fin par le flow, y compris la première partie théorique, parce que effectivement la violence nous réveille, c'est exactement ça. On se dit, c'est pas faux ce qu'il dit. Et donc je prends le film effectivement comme un testament, enfin comme un bilan, disant voilà ce que j'ai fait, à vous maintenant de prendre la suite, quoi. Et ça me pose la question, il y a une chose qui m'a fait réagir, c'est l'extrait des visiteurs du soir. Les visiteurs du soir, le diable envoie deux envoyés pour désespérer les humains. Et d'ailleurs, coïncidence, vous n'en avez peut-être pas une, mais la semaine dernière, il y avait le diable probablement de Besson, où justement, on pouvait l'interpréter comme le diable étant l'incarnation du désespoir qui poussait le personnage principal à se suicider à la fin. Et donc la question que je posais dans Le Visiteur du soir, ça se termine bien, puisque l'amour est quand même plus fort que le diable. Mais la question que je posais, c'est est-ce que le message finalement est positif? Est-ce que Debord est plein d'espoir, ou est-ce qu'il tire un bilan positif ou négatif de ce que Debord est un artiste déterminé par la mélancolie. Par la mélancolie du passage du temps, par la mélancolie éventuellement de l'échec. Il y a quelque chose il y a des choses, il y a le côté, enfin c'est l'ecclésiaste, quoi, c'est vanité, tout est vanité chez Debord. Donc je crois qu'il n'y a jamais de contentement de soi. Et au fond, il y a quelque chose d'un peu désespéré dans cette idée aussi qu'on n'arrête pas le temps, quoi. C'est-à-dire parce qu'il y a aussi dans le film la présence d'une... Parce que c'est pas juste la révolution a eu lieu, le moment historique a eu lieu, on l'a saisi, est-ce qu'on va gagner, il y a un moment où la vie est habitée par la poésie. C'est-à-dire que la révolte et la poésie sont une seule et même chose. Et que la poésie n'existe pas sans révolte, et que la révolte n'existe pas sans poésie. Et ça, c'est quelque chose dont Debord a tout de suite la nostalgie. C'est-à-dire il y a un moment
d'accomplissement inespéré, extraordinaire, incroyable. Tout d'un coup, c'est comme si la vraie vie faisait irruption, et puis les portes se referment, c'est fini. Pour ce qui le concerne, il prend ses jambes à son cou, il va en Belgique, où beaucoup de situationnistes sont réunis, puis après, quand ils voient que ça se tasse, ils reviennent. Peut-être, Olivier, quand on discutait à propos de cette séance, et monsieur faisant allusion au diable probablement de Bresson, vous me disiez, c'est pas possible que Bresson n'ait pas lu ou connu les théories de Debord, ne serait-ce que du fait de l'acteur Jean-Claude Guilbert. Oui. Jean-Claude Guilbert qui joue donc dans Le Diable, qui joue dans Mouchette, qui joue le braconnier, mais qui a aussi joué dans Au hasard Balthazar, qui joue l'ivrogne. Et c'est d'ailleurs être la seule fois où Bresson a remployé, si j'ose dire, un même modèle, quoi. Un même modèle. Mais juste un mot sur Jean-Claude Guilbert et en quoi il pouvait être une figure de liaison. Non, je dis juste que Guilbert faisait partie de la bande de l'international lettriste, et fatalement, si Bresson l'a repris dans 2 films, c'est qu'au fond il y avait donc, et que les personnages de jeunes rebelles sur les quais de la Seine dans les films de Bresson sont inspirés de l'international lettriste, et plus que de l'international situationniste d'ailleurs, et que de la même manière que Modiano, quand il écrit dans le café de la jeunesse perdue, renoue lui aussi avec une histoire qui est celle du quartier latin à la période des lettristes et des situationnistes. Alors, vas-y, vas-y, oui. Et après, monsieur. Je voulais qu'on parle de la mélancolie de Bordienne, qui est quand même un truc assez fort, qui est évidemment son paradoxe aussi. C'est en gros quand même, Paris c'était quand même mieux dans ma jeunesse, et que finalement le travail du négatif il est fait par la société et l'économie beaucoup plus que par une poignée de rebelles. Je suis persuadé qu'ils n'ont pas demandé les droits, qu'ils ont demandé les droits à personne pour les extraits, et qu'ils sont partis de copie 16 mm en VF en plus pour les films américains. Et heureusement que vous n'avez pas retourné au négatif ou à un élément numérique. D'ailleurs, c'est la même chose qui est arrivée à Godard pour les histoires du cinéma, où la Gaumont voulait que les extraits soient vraiment impeccables, alors que lui voulait garder la qualité VHS. Il y a quand même ce côté, ces images-là, on les a vues comme ça, quand on les a découvertes, peut-être parce qu'il a dû les voir au Dessiné-Club, etc., copie 16, des VF de son enfance, etc. Sur ces images-là, sur ces extraits, il y a un truc qui est quand même passionnant dans le film. Les situationnistes ont théorisé le détournement, ils l'ont pratiqué. C'est-à-dire, on part d'une image existante et on lui fait dire autre chose que ce qu'elle est censée dire. Ce qui, à mon avis, est assez discutable. On peut considérer que c'est discutable parce que la publicité a commencé à le faire aussi, parce qu'il y a une dimension ironique, et que moi je trouve ça assez critiquable en fait. Et alors justement, c'est pas du tout ça le film. C'est-à-dire qu'il part d'images existantes dont il vole la force poétique et lyrique pour appuyer sa poésie. C'est-à-dire qu'en gros, il arrive à rendre formidable Les Visiteurs du Soir ou Les Enfants du Paradis. Enfin, disons qu'il fait... Non, parce qu'il va chercher il remonte à l'intérieur des Enfants du Paradis et il prend ce qui l'intéresse vraiment et qui est de fait extraordinaire, qui est tout ce que fait Marcel Héran. C'est ce qu'il y a de mieux et de loin dans le ce qui est fort, c'est qu'à la limite, c'est le contraire du détournement. C'est presque comme si ces images-là détournaient le propos, pas le détournaient, mais le commentaire. En fait. Le détournement, il est constant sous cette forme-là, dans les films comme dans le théâtre, parce que quand il cite Lipo ou les poèmes de la période Tang, c'est au même niveau que Prince Vaillant. Et de fait, ça a la même beauté. Quand on voit moi chaque fois les frissons dans le dos quand il y a le Prince Vaillant et qu'il dit à un moment donné arrive un mendiant, etc. La semaine prochaine Rome est tombée.
Bien sûr, c'est ça, c'est qu'ils ne se moquent pas de ces images. Ah, pas du tout. Pas du tout. Il leur rend leur beauté, enfin, il leur rajoute encore dans leur Absolument. puissance et leur beauté. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je suis mal exprimé. C'est le contraire, disons, de ce qu'on pense être le détournement. Les situationnistes n'ont pas toujours, j'allais dire, traité le détournement avec autant de, sinon de révérence, du moins d'amour. Disons que là, c'est un peu. Parce que c'est pas du détournement. Non, mais ça vaut ça vaut aussi pour Hurlement en faveur de Sade. Hein. C'est Hurlement, les petits bouts de phrases, etc. sont magnifiques, alors qu'en réalité, ce sont des slogans publicitaires, c'est n'importe quoi, etc. Tout d'un coup, ils prennent une profondeur, une résonance, etc. C'est de ce point de vue. Et dans le film, enfin dans le commentaire du film et dans tous les livres d'ailleurs de Debord, il passe son temps à citer. Il avait maintenant ça a été publié. Il a fait des fiches. Il a fait des fiches dans lesquelles qui étaient des phrases à réutiliser. Il en avait des cartons entiers de fiches dans lesquelles il allait piocher des citations, qu'il allait piquer à droite et à gauche, etc. Dont il faisait des collages. Ça rappelle quelqu'un. Sur le, oui. Sur le, en fait, quand il dissout l'international situationniste, il est tout seul, parce qu'ils se sont tous exclus, en fait. Il y a cette histoire d'exclusion, parce que comique où tout le monde est viré, quoi. Il reste lui et Sanguinetti, quoi. Il y a Sanguinetti, oui, c'est ça. Et alors, il y a une tradition politique quand même dont s'est réclamé les situationnistes, parce qu'ils n'aimaient pas le situationnisme, ils disaient c'est une idéologie de plus, il ne faut pas le dire. C'est quand même, c'est des marxistes. Oui. C'est des marxistes, et c'est une tradition marxiste qui est quand même le communisme de conseil, quoi. C'est-à-dire l'ultra-gauche anti-léniniste du marxisme. C'est les jeunes c'est comme Marx, c'est les jeunes hegeliens. Et c'est ça, le Marx libertaire des débuts, c'est cette tradition-là. Voilà. Et ils ont quand même réussi à diriger le premier comité de grève de la Sorbonne. Oui, pendant 3 Le CMDO, ils ont créé le comité pour le maintien des occupations. Il y avait une pratique politique brève, et sans doute... ils ont envoyé des communiqués, genre qu'ils envoyaient au Parti communiste chinois, Tremblay, connard, on arrive, on a pris le pouvoir. Non, évidemment, il y a quelque chose, je termine, mais qui serait évidemment riche, qu'il faudrait travailler, c'est le rapport à Godard. Oui, parce que vraiment, eux, ils n'aimaient pas Godard, on connaît le slogan le plus con des Suisses pro-chinois, etc. Mais quand même, voir ce film, voir les histoires du cinéma en face de ce film et tout, c'est pas sûr. Moi, je pense et est-ce que quand même, il n'envoyait pas un message à l'époque? Moi, je pense que Godard a vu Debord, il a bien compris, et je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui est très... Ça renvoie directement, enfin moi pour moi ça renvoie directement avec Bruno Puzulu, je sais lequel, ça se m'énerve. Éloge de l'amour, absolument. C'est dans Éloge de l'amour, et sur une tonalité de bordienne, mais absolument. Mais il y avait effectivement, oui, il y avait cette mais comment dire, Romer n'est pas passé à côté de Izou, je sais, par ailleurs. Oui. Et au moment de la sortie de la sortie de Injiro Nocte, moi j'étais au Cahier du cinéma, dans les listes de fin d'année, on a été 3 à mettre dans les meilleurs films de l'année Injiro Nocte, c'est-à-dire ça, c'était Serge Danet, Pascal Bonitzer et moi. Le texte de Pascal Bonitzer est là. Et repris Oui, il n'est pas. Je pense pas que Pascal. Non, mais ça m'a fait rire parce que vraiment, il n'en manque aucun. Et c'est un texte effectivement très favorable. Oui. Alors oui, monsieur, et après derrière vous. Voilà. Oui, je voulais revenir à Bresson puisque vous avez présenté un film de Bresson la semaine dernière. Et il y a une idée qui m'a traversée, c'est dans Une femme douce, où les premières images montrent le personnage masculin en face du cadavre de Dominique Sanda et dit « ouvre tes yeux », rien qu'une seconde, ouvre tes yeux. Et là, je me demandais si la première partie du film, c'est-à-dire le cadavre de cette société conduite par les conditions historiques, sociales, enfin, tout ce qu'il décrit, est-ce que mai 68, c'est pas le moment où le cadavre a ouvert ses yeux une seconde? C'est ce que je pense. Oui, enfin, on peut le dire comme ça, et c'est ce que pense Debord, en tout cas.
il pense effectivement que alors il y a un avant mai 68 qui est le scandale de Strasbourg, qui a été vraiment la première révolution étudiante, qui a donné lieu à un texte écrit par un collectif situationniste autour de Mustapha Khayati, enfin, dans lequel Debord tout le monde a contribué, qui s'appelle De la misère en milieu étudiant, et qui a été le texte théorique de mai 68. Mais en réalité, il date du scandale de Strasbourg, qui a été dirigé, qui a été porté par les idées situationnistes. Et c'est au moment de mai 68, en effet, que tout ça la graine posée à ce moment-là, éclot et produit ce que, d'une certaine façon, Debord attendait ou espérait sans trop y croire, et tout d'un coup, il comprend que ça prend. Alors que par exemple, quelqu'un comme Raoul Vaneigem, enfin je ne voudrais pas rentrer dans le détail, etc., lui ne comprend pas. De Vaneigem, qui pourtant a écrit le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, en mai 68, il a prévu des vacances avec sa famille, il part avec sa famille en vacances, etc., pendant que Debord, lui, a compris qu'il n'est pas du tout de la même génération que les étudiants qui étaient dans la rue en mai 68. Il est plus âgé. Il fait alliance avec des enragés, dont René Viennet et quelques autres qui étaient issus de la mouvance de Nanterre, mais il comprend qu'ils sont en train de faire qu'ils sont en train de mettre en œuvre ce dont il avait toujours rêvé. Donc il est tout de suite dedans. Il crée effectivement avec eux le CNDO, et il reprochera toujours à Vaneigem d'avoir loupé l'occasion historique. C'est lui qui mentionne entre les lignes, je ne sais plus quel passage dans Jérôme. Oui, je sais. Allez-y. Il y avait une question de... Oui, voilà. Moi, je voulais justement citer ce texte de Strasbourg, de la misère en milieu étudiant, qui, me semble-t-il, a continué après 68 à alimenter le militantisme de certains dans les universités. Bien sûr. C'est un texte, et d'autant plus que c'est un texte qui en général a été plutôt distribué gratuitement. Après maintenant on le vend, enfin il était fait pour être très largement. Et parce que ce qu'il y a le scandale de Strasbourg, c'est qu'en réalité c'est une sorte de groupe de jeunes situationnistes entre guillemets qui ont pris le contrôle de l'UNEF, de l'université de Strasbourg. Le Crous. Ouais. Ils ont détourné l'argent du Crous pour faire l'acte de la misère en milieu étudiant. Oui. C'est du joli. J'ai pensé juste à une chose à propos de Vaneigem qui part en vacances en mai 68. Je crois que c'est dans Hors du temps, pour raconter l'histoire de... C'est votre oncle qui, devant deux tableaux... Oui, mon grand-père. Votre grand-père, qui est devant un tableau de Modigliani, j'ai pas revu le film là lundi soir, qui devant un tableau de Modigliani et un autre, se trompe et ne choisit pas la modernité. Et, oui, c'est ça. Je dis ça pour rire parce que, comment je pourrais dire ça ? Quand j'ai vu Hors du temps, je ne pouvais pas, alors bien sûr, ça paraît absurde de dire ça comme ça, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, alors je vais le dire comme ça, qu'est-ce que Debord aurait bien pu penser de la pandémie ? C'est-à-dire de la suspension du temps social et du hors du temps. Et lui qui avait quand même tagué ne travaillait jamais, est-ce que quand vous faites hors du temps, il y a quelque chose souterrainement, comme McCain dit à sa psychanalyse, c'est quand même l'utopie. Pour moi, disons que quand je cite dans Hors du temps GB et l'an 01, en réalité, je parle de Debord. Enfin, je veux dire, mais simplement Debord, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il aurait fait pendant la pandémie. Sans doute, il serait enfermé à double tour dans sa maison. Non, mais qu'est-ce qu'il aurait pensé politiquement de la pandémie ? Non, bien sûr, je ne demande pas de réponse. Non, mais c'est vrai que, disons que oui, au moment où le temps s'arrête, au moment de la pandémie, il y a cette idée qu'il y a la possibilité de
il y a ce renversement possible de la société qui pourrait être imaginable, qui est celui qu'a pensé Debord et qui refait surface d'une manière absolument inattendue, imprévue, à un moment parfaitement différent de l'histoire, où là, personne ne prend la balle au bon. C'est ça. Il y a une situation qui reste en l'air. Oui. Je vais revenir sur le retournement dont vous aviez parlé, et d'une scène que je trouve magnifique, c'est la scène de la charge des cuirassiers anglais, où il parle de son combat, tout ça, où je trouve que c'est scène un peu barbante, moi en tout cas une charge de cuirassiers anglais, franchement je trouve ça vu et revu, ennuyant, en y racontant son combat, tout ça, en se défendant de ce qu'il a fait, ça donne un côté... Pour reprendre Kundera dans L'insondable légèreté de l'être, où il dit que la gauche c'est la marche, c'est cette marche et que les hommes de gauche suivent cette marche constante de la foule, c'est ça, on se sent dans cette marche. Et donc quand un cuirassé tombe, on a ce sentiment de petite défaite, et quand ils arrivent à leur cible, on est heureux. Alors que c'est une scène d'un film qui est franchement banal. Oui, entre parenthèses, il y a des plans sublimes qui viennent du jour le plus long, qui sont honnêtement assez incroyables. Et il y a certains plans là c'est dans des trucs de cavalcade, quand il y a le mec en noir là, c'est très beau. Mais c'est vrai que oui, l'accumulation, mais en fait, il s'agit, c'est la mise en œuvre de tout ce qui est sa pensée stratégique. C'est-à-dire il y a le côté petit soldat, quoi, qui est toujours... il a toujours revendiqué d'avoir été très marqué par son enfance et par les jeux de guerre auxquels il était, qui le fascinait pendant son enfance et qui se sont effectivement du coup prolongés en passion pour la stratégie, et du coup il utilise la charge, des charges et donc des différentes figures de la stratégie qu'il prend dans des films divers et variés. Mais c'est au service de sa pensée stratégique, ça c'est toujours... au même titre, c'est donc ça a exactement le même statut que les positions du jeu de la guerre, en réalité. Les deux communiquent. Oui, mais ce que je trouve impressionnant, c'est que son texte arrive à apporter comment expliquer, un sentiment révolutionnaire à cette image qui ne l'est pas du tout. Ah bah bien sûr, oui, mais c'est le détournement au sens le plus réussi du terme, oui, bien sûr. Presque au sens de l'efficacité. Qu'est-ce qu'on fait, Olivier? On s'en tient là, non? Sûr? Bon, on y reviendra. Si quelqu'un a une question, on peut très volontiers. Mais en tout cas, mille merci d'avoir pris aussi au début le temps, j'allais dire, de remonter le temps dans cette après-guerre pour expliquer l'international lectrice et situationniste. Je crois que c'est très important et qu'effectivement, c'est le meilleur moyen de comprendre comment un tel film unique existe. Disons qu'il est un film de théorie révolutionnaire, mais qui est issu de la pensée, de la théorie de l'art. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de Breton, mais enfin, Breton est très présent. La figure, il y a Tzara et il y a Izoum, mais enfin, il y a aussi Breton, qui est une figure que Debord réfutait, mais en réalité, il s'est aussi rêvé en breton d'un surréalisme qui a été situationnisme. Enfin, si vous voulez, il a pensé qu'il pouvait accomplir le dépassement de l'art qu'avait théorisé Breton, mais qu'il n'avait pas mis en œuvre. Et que d'une certaine façon, Debord est intimement convaincu que cette problématique hegélienne
du dépassement de l'art. C'est ce qu'il a fait en mai 68. Pour lui il s'approprie l'ambition, les ambitions de Guy Debord, c'est de s'approprier mai 68 en tant qu'œuvre d'art qui aurait été le dépassement de l'art. Et qu'en réalité, et le reste de son action politique, parce qu'il s'est appliqué dans des mouvements radicaux au Portugal, en Espagne, etc., en Italie aussi, bien sûr. Mais voilà, c'est aussi cette idée de partir de la théorie artistique pour aller vers le dépassement de l'art, pour arriver au situationnisme et à la dissolution de l'international situationniste. C'est quelque chose qui est essentiel si on veut comprendre les différentes étapes, les différents moments de la pensée de Debord. Bon, mille merci. Merci bien. Et vraiment... Et à jeudi prochain pour Adalène 31. Et oui, le Crous, pardon, le Crous, c'était le Crous. C'est la sauce qui gérait les restos. Ils ont piqué la pièce. Mais ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas de aucune autorisation. D'abord à l'époque, une major américaine. Mais non, mais c'est vrai que les policiers étant producteurs, tout d'un coup ça devenait crédible. Mais ça m'a paru étonnant. T'imagines un studio accepter qu'on prenne un extrait en noir et blanc d'un film en couleur et pas en format. Moi aussi, ça me paraissait très... Non, ça me paraît Ah oui, absolument. Les lèvres nues, Marie, et puis Ménouget, bien sûr. Quand vous êtes que des détournements, que c'est l'autre amant. Oui, absolument. Parce qu'en fait, invisible. Mais ça, il y avait ils auraient tout ce qui était international des tristes, il y a dans les lèvres nues. Oui, il y a plusieurs textes théoriques qu'ils ont fait sur le détournement puis sur l'urbanisme. Et sur l'urbanisme, en fait, les situationnistes ont été d'abord sur lui. Oui, parce qu'on n'a pas assez parlé de Cobra. Cobra, c'est très important. Il y a Constant. Oui, et je pense que Paul Muget, en fait, il a été très très influent sur lui. Oui, ça, je ne connais pas assez bien. Ouais, mais ça, j'ai lu ça. J'ai lu, mais je connais plus. Parce qu'en fait, j'étais fan de. Enfin, j'aime bien Debord, puis j'ai découvert Paul Muget, j'ai lu ses livres. À l'étage supérieur, et voilà. Et après, j'ai vu qu'il y avait une correspondance entre Marianne et Debord. Il avait lu certains textes de Muget. Il prend des textes, justement, il détourne, et puis un texte qui était banal, qui était c'est beaucoup de. Je vais remettre. Je dois les avoir. Non, mais c'était super intéressant, c'est très bien. Et puis merci d'avoir exploré les films. Ah oui, là c'était une. Je ne savais pas que c'était vous qui avez. Oui, c'était l'entreprise. Non, mais là, je crois que ça doit être une des premières vraies projections publiques de la version du GCP, DCP. Bah oui, elle est beaucoup mieux sur le DVD. Le problème, c'est que Gaumont ne veulent plus le refaire au DVD. Donc il est épuisé. Et là, ils veulent pas refaire. C'est celle-là, quand il faut qu'il y ait un distributeur qui va là aujourd'hui. Moi, j'ai fait racheter, j'ai récupéré les droits par les films du Losange qui ont payé la restauration. Donc maintenant, il faut qu'ils refassent le coffret. Il faut qu'ils refassent le coffret, l'équivalent du coffret Gaumont, avec un éditeur à approuver. Moi, j'ai essayé de faire ça aussi pour les États-Unis, parce que j'ai aussi fait comme une sorte de VI, de version internationale, c'est-à-dire parce que ce qui est assez compliqué à établir, parce que il y a une version anglaise qui existe, mais qui n'a pas encore trouvé de distributeur. Parce que là, il est complètement refait, là, en fait. Sur le DVD, il est passé. C'est largement mieux. Ça n'a rien à voir. Non, là, on le voit comme personne. Ah bah oui, on est parti du négatif original. On est fan pour faire ça. En gros, c'est
double restauration. Il y a eu une restauration pour le DVD qui était déjà une grosse entreprise. Ça a été, on l'a restauré 2 fois. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a la première fois dans la version DVD et dans lequel il y avait encore des erreurs. Mais là, par exemple, il y avait des trucs qui se perdaient, parce que même dans le DVD, je pense qu'il y a des trucs de Prince Vaillant là, qui sont vraiment collés en haut ou collés en bas. À mon avis, on a du mort dedans. Hein. Enfin, on a du. Enfin, les anciens. Vous avez bien gardé le truc original quand même. Ah oui, C'est du collage. Oui. Ça fait une mémoire. Ouais, absolument. Non, mais même j'ai encouragé, parce qu'il y en a un qui est une sorte d'incunable, qui est hurlement en faveur de ça, parce que hurlement en faveur de ça, c'est juste une copie, il n'y a pas de négatif, il n'y a rien, c'est une copie. Parce que c'est tout début. Parce qu'en fait, le blanc, c'est de la pellicule son, et le noir, c'est de la pellicule... Comment dire, le noir, c'est la pellicule son, et le blanc, c'est la pellicule du son optique. Et donc, il n'y a pas de négatif. Donc en fait, il a fait du collage et il a mis dans son dessus. Et oui, voilà. Il a enregistré. Le procédé ne demandait pas s'il y a un négatif, donc il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas. Et donc en réalité, il y a. Et donc on a fait. Donc du coup, moi ce que j'ai fait scanner dans la meilleure qualité possible les éléments avec les rayures, etc. Et ça, j'ai dit à Lino.